parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la page Facebook du Point pour ce nouveau Facebook Live. Aujourd'hui, je suis avec Romain Gubert. Bonjour. Bonjour Romain. Tu nous présentes aujourd'hui pour ce Facebook Live la nouvelle couve du Point, donc qui s'intitule Le Nouvel Ordre Mondial, avec une photo de Poutine où il a l'air plutôt frais. C'était lors de ses vœux, c'est ça? Oui, absolument. C'était il y a quelques jours. C'est une photo très récente. Donc, moi je m'appelle Thomas Bourgeois-Muller, je suis donc journaliste au Point et aussi votre community manager pour la page du Point. Je suis là pour transmettre toutes vos questions donc à Romain Gubert qui va nous décrypter un peu ce qu'est le nouvel ordre mondial, ce qui fait la couve du Point de la semaine. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes et surtout sur un tel sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et on pourrait, je pense, faire une émission de 3 heures, mais bon, c'est impossible, ça va durer à peu près une petite demi-heure. Posez vos questions, partagez à tous vos amis et pour avoir le plus de questions possible. Et voilà, donc j'attends vos questions. Si je regarde mon téléphone, c'est parce que justement je regarde vos questions, donc ne croyez pas que je suis plutôt impoli avec Romain. En général, c'est pas le cas. Non, mais voilà, je suis obligé de regarder ça, le téléphone, et en même temps de lui parler. Donc n'ayez crainte, je suis quelqu'un de très sympa. Voilà, donc Romain, écoute, on commence avec une question très simple. Alors, c'est quoi le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial, on voit bien que les grandes lignes de la géopolitique telle qu'on la connaît depuis la chute du mur sont complètement en train de changer. Pourquoi? À partir de la chute du mur, on a bien vu le mur de Berlin, on a bien vu l'effondrement de l'Union soviétique, on a vu que la puissance russe était très affaiblie, c'était la puissance pauvre, on disait, c'est-à-dire qu'elle conservait encore des moyens militaires, mais économiquement, même dans ses structures de gouvernance, elle était très affaiblie. Et on a vu se dessiner une domination américaine qui existait déjà, mais où les États-Unis et l'Occident au sens large, prenaient de plus en plus d'influence avec la montée de la Chine, et on voit bien que depuis 4 ou 5 ans, toutes ces lignes changent. Pourquoi? Alors si je prends évidemment le Moyen-Orient, dans la foulée des printemps arabes, on voit que toute cette zone, toutes les lignes, toutes les habitudes de lecture sur ce qui pouvait se passer ont complètement changé, et on parlera peut-être de la Syrie et de l'Irak, parce que évidemment il y a les printemps arabes, mais il y a eu aussi l'intervention américaine en 2003 en Irak avec la vision messianique de George Bush qui a bouleversé aussi beaucoup de lignes. Il y a cet élément-là, bien sûr, et qui nous concerne de près. Autrefois, les conflits au Moyen-Orient, c'était très lointain, et finalement, ça concernait peu la France, même si elle avait son mot à dire, sa politique. On voit bien aujourd'hui, avec les dérives terroristes, etc., que c'est ou même les crises de migration, que c'est un sujet qui nous concerne directement, et ça n'est plus un sujet lointain. On a pas mal de questions. Ouais, je continue sur les grandes lignes. La Russie, parce que la Russie affaiblie, revient en force. Ça, on va en parler, j'imagine. Les États-Unis, l'élection de Trump change tout, même si c'est le grand pas dans l'inconnu. La Chine aussi, parce que pendant 10 ans, 15 ans, elle a fait sa montée économique, elle est devenue l'usine du monde, et aujourd'hui, elle devient une puissance incontournable, pas seulement économiquement, mais géopolitiquement, dans toute la région, dans toute la mer de Chine. Et enfin, finalement, l'Europe aussi, qui nous concerne là aussi très directement, le Brexit, la crise grecque. On voit bien que l'Union européenne est en train de se détricoter sous nos yeux, qu'on a plein de questions aussi sur cette construction économique. Donc tout ça constitue un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux. C'est la question de Jérôme. Qu'est-ce qu'on vient raconter ici? On raconte ce qu'est le nouvel ordre mondial. C'est la alors ce qu'on a essayé de faire, je peux présenter peut-être le numéro. Oui, bien sûr, on a un grand reportage en Russie sur justement ce que Poutine veut dire au monde, veut montrer son nouveau rôle de puissance qui a son mot à dire ou qui estime avoir son mot à dire sur la planète. On a des cartes. On a fait un gros travail de cartes. Parce que c'est très important, on comprend bien, ça c'est de nos cours de géographie, mais les cartes, les datas. C'est pas montré, ouais, pardon. Alors voilà, je vous montre.
Là, il y a une double page de carte, et puis on a aussi voilà cette carte qui raconte la mer de Chine et les grands enjeux de la mer de Chine. Certaines personnes parlent de la future prochaine guerre mondiale dans cette région. Donc il y a des enjeux pétroliers, des enjeux de territoire, des enjeux. Il y a JP Charlie qui demande est-ce que ce nouvel ordre est financier ou religieux, voire les deux en même temps. Est-ce que tu peux c'est un peu vague comme question, mais oui, c'est difficile. Comment se crée ce nouvel ordre mondial? C'est la mondialisation finalement. Oui, l'accélération des communications, c'est une évidence. Ça a bouleversé les champs, mais c'est aussi on voit des choses dans cet ordre mondial. Donc la mondialisation, c'est une évidence. Le poids de l'économie, mais on le voyait déjà depuis une vingtaine d'années, le poids de la finance progresser. La question religieuse, oui, elle est de plus en plus importante. Mais je dirais que c'est cette conjonction de différents sujets et en même temps des choses très traditionnelles. On voit bien que la puissance militaire, qui est quand même une force physique, et donc on n'est pas dans le virtuel, elle joue son rôle dans cet nouvel ordre mondial. On voit bien que c'est la puissance militaire iranienne et russe qui ont permis, on peut le déplorer ou pas, hein, on n'est pas là, on explique, voilà, mais qui ont fait avancer entre guillemets la séquence dans laquelle on était sur la guerre en Syrie. Même chose en Irak. C'est une guerre physique, réelle, et donc on n'est plus dans le virtuel. Donc il y a à la fois la mondialisation et puis la guerre qui se fait comme de tout temps, avec des nouveaux outils de plus en plus performants, mais voilà, là on est bien pas simplement dans des élucubrations philosophiques sur les grandes lignes et les grandes forces. Et il y a une question de Samy, est-ce que ce nouvel ordre mondial est fait pour durer? Est-ce que ça va, enfin c'est vrai qu'on ne peut pas être devin non plus, mais est-ce que ça peut s'effondrer, ce changement brutal qu'il y a eu depuis l'élection de Trump et aussi par exemple l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine aussi, c'est un fait aussi voilà, qui a contribué à ce changement. Un fait, ça fait longtemps que ça se construit, mais un marqueur. Est-ce que c'est vrai que l'annexion de la, pardon, je réponds à ça et après ta question, mais l'annexion de la Crimée, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années, enfin il y a 5 ou 6 ans. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que l'intangibilité des frontières, notamment sur le continent européen, après le conflit yougoslave, finalement, on ne verrait plus de conflit de ce type, où un pays en attaque un autre ou prend position dans un autre pour faire bouger les lignes, et notamment sur la Crimée, où effectivement c'est un gros bout de territoire qui est reparti vers la Russie. Donc ça, c'est des choses qui, en tout cas sur le continent européen, on ne les imaginait plus. Est-ce que c'est fait pour durer ? Je dirais que dans ce contexte-là, on a surtout un grand point d'interrogation, parce que notamment chez Trump, on a une idée pour l'instant virtuelle de ce qu'il va réellement faire. Il a pris des positions très affirmées vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Europe, où il a dit des choses aussi intéressantes. Est-ce qu'il va pouvoir tenir ses engagements, ses promesses à ses électeurs, ou bien est-ce qu'au contraire, le département d'État, les intérêts stratégiques américains vont lui faire comprendre que, ok, il y a la posture dans une élection, il y a ce qu'on peut dire, et puis il y a la réalité qui sont les intérêts économiques, les intérêts géopolitiques des États-Unis. Donc pour l'instant, gros point d'interrogation. Même chose pour la Russie, sauf que sur la Russie, on voit bien que là, on est dans des séquences de temps long. Effondrement du mur de Berlin, le pays est à terre. Et depuis Poutine, depuis 1999, date de son arrivée au pouvoir. Oui, il est Premier ministre en 1999. Depuis cette séquence-là, donc quand même sur le long terme, et sans doute ses successeurs, s'il en a un jour, feront une politique semblable. C'est le retour de la Russie. La Russie considère, beaucoup de Russes, au-delà de la personnalité de Poutine, et c'est pour ça qu'il reste populaire, aussi parce qu'il a écarté ses opposants, mais dans la population russe, il y a aussi la volonté, un orgueil national qui a été blessé dans la foulée de la chute du mur. Beaucoup de gens qui ont vu leur environnement, leur identité s'effondrer, et qui aujourd'hui estiment que la Russie doit redevenir un acteur incontournable. Et d'ailleurs, on fait le verbatim d'un discours de Vladimir Poutine en 2014 dans Le Point, qui est assez révélateur de ce côté très, oui, de ce côté retour d'orgueil et d'orgueil, attaché à l'histoire, on nous a primé pendant des années, maintenant on revient, etc. C'est pour ça qu'on a pris ce discours, on l'a traduit et on a essayé de comprendre ce qui se passait dans la tête de Poutine en prenant un de ses discours, parce qu'on a souvent, on voit que c'est toujours intéressant de lire, et on voit bien que c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le monde occidental,
où il est très agressif, mais c'est un discours qui est réfléchi aussi. Quand on le lit, on se dit ah oui, il a des codes nationalistes qui sont qu'on n'entendait plus, en tout cas de la part des Russes. Et Netza nous demande avez-vous besoin d'un non pas d'un correspondant, ça c'est une autre question. Il demandait quelle sera la part de l'Afrique dans ce nouvel ordre géopolitique. On en parle aussi parce qu'effectivement il y a un acteur dont on n'a pas parlé qui est là dans ce qu'on vient de dire, mais qui est un des acteurs qui revient. On voit bien quand il y a la constitution de grands espaces, et notamment l'Afrique, même si il n'y a pas encore d'union économique, les frontières restent une donnée très précise, et les pôles de développement du continent sont très divers. Il y a des pays qui marchent très très bien, il y a des pays qui se modernisent à tout va, et puis il y a des pays où il y a notamment une situation politique qui reste antérieure. Donc l'Afrique, ne serait-ce que économiquement, ça devient un des pôles principaux de croissance économique. Donc il y a plein d'entreprises occidentales qui viennent pas simplement piller des ressources, mais investir, mais construire, mais s'intéressent à ce nouveau pôle de développement. On voit bien que le continent africain, il y a aussi de grandes évolutions politiques. Il y a des pays où la démocratie s'impose, ou en tout cas des chefs d'État qui étaient arrivés dans la foulée des décolonisations, ou qui étaient installés depuis 20 ou 30 ans, qui étaient les héritiers un peu de cette délocalisation, elles sont challengées par les réseaux sociaux, par des sociétés civiles qui jusque-là s'exprimaient pas ou étaient trop liées au pouvoir en place, et donc ils contestent avec des politiques bien plus modernes et tout, et qui font avancer le continent très vite aussi. Avec aussi des crises internes majeures au Nigeria avec l'influence de Boko Haram, avec des pays comme au Sud-Soudan où il se passe des choses Est-ce que tu es d'accord quand là il y a JP Charlie qui demande, qui affirme plutôt qu'avec Poutine on se rapproche plus de l'Union soviétique, on revient à une forme d'Union soviétique. Quel regard tu as là-dessus en fait Alors, Union soviétique sur le plan géopolitique peut-être, en tout cas de l'influence de la Russie, qui considère que son influence internationale a diminué et qu'elle veut retrouver. Donc elle utilise des vieilles ficelles, entre guillemets, qu'utilisait l'Union soviétique. En revanche, sur le plan interne, c'est absolument plus la même organisation. Même si l'armée, les ministères de force, comme on dit, police, renseignement, ont repris beaucoup d'importance. Sur le plan économique et social, c'est plus du tout le même pays. C'est un peu le Far West libéral. L'organisation sociale, elle n'existe plus, alors que c'était la force du modèle soviétique. Je ne parle pas politiquement, mais c'est vrai que le modèle soviétique était la redistribution à tout va des ressources. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, les retraités sont laminés. Comme si vous êtes au chômage en Russie ou si votre entreprise ferme, etc. Il y a rien, il y a aucun filet. Donc, oui, Union soviétique peut-être sur le plan diplomatique, parce que la Russie fait très attention à ne plus perdre d'influence, à retrouver une influence, notamment dans le Caucase. On l'a bien vu en 2006 au moment de la guerre en Géorgie. Quelle influence a la Russie aujourd'hui sur l'Europe, en fait, sur les pays européens? Je pense à l'Europe centrale, aux Balkans, au genre de pays. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la portion d'influence des Russes par rapport, imaginons, à des Américains ou d'autres diplomates? Alors, si on prend l'Union européenne, l'influence économique de la Russie, elle est importante sur le plan énergétique. C'est le premier fournisseur de matières premières gazières, de gaz, à l'Allemagne et à plusieurs pays. Économiquement, ça reste un acteur économique important, un client surtout de nos productions européennes. Ça, c'est pour l'Union européenne. Après, sur le plan politique, il y a deux types d'attitudes. Les pays voisins, comme l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, qui ont la trouille de l'influence russe, qui militairement se préparent, ou en tout cas sont très vigilants, installent des postes frontières, font des investissements militaires en se disant un jour on peut être déstabilisé. Parce qu'il y a une petite enclave en plus russe au cœur de cette Europe orientale du Nord. En revanche, en Hongrie et dans les pays de l'ex-Yougoslavie, en Roumanie, les Russes restent politiquement très actifs. Et vous avez certains politiques comme Viktor Orban, le président hongrois, qui lui a clairement fait, pas allégeance, mais en tout cas un accord avec Poutine pour
pour notamment des échanges, et puis parce que économiquement et politiquement, ils voient que c'est un partenaire indispensable. Et donc il y a une ligne de fracture au sein de l'Union européenne, notamment sur les sanctions. Il y a eu des sanctions économiques qui ont été décidées contre un certain nombre de proches de Poutine après l'annexion de la Crimée. Est-ce que ces sanctions sont viables maintenant là? Ces sanctions, c'est une réalité pour l'instant. Pour l'instant, on les reconduit et on voit bien que, par exemple, aux États-Unis, l'élection de Trump change les choses. Trump est contre ces sanctions. Ça commence à changer. Donc, est-ce qu'il va les changer? Et par ailleurs, en Europe, même des gens qui étaient très vent debout sur ces sanctions commence, notamment la France, commence à se dire c'est pas finalement la bonne idée. Il faut qu'on trouve d'autres méthodes pour essayer d'arriver à normaliser nos relations avec la Russie. Très bien. Parlons d'un autre pilier de ce nouvel ordre mondial, Donald Trump. Qu'est-ce que son élection change aujourd'hui sur ce nouvel ordre mondial? Est-ce que tu peux nous raconter Elle change tout. D'abord parce qu'on n'a pas encore compris le logiciel Trump. Enfin, on comprend sa façon de communiquer, très agressive, très... Voilà. Et finalement, est-ce qu'il est vraiment russophile? La question est là. Est-ce qu'il est vraiment dans son entourage? C'est très intéressant. Avec l'affaire qu'il y a eu en ce moment sur la supposée sextape qui serait quelque part, on ne sait où. On ne sait où. Est-ce que tu peux nous dire exactement où on en est des relations entre Donald Trump qui a l'air d'être plutôt pro-russe, mais finalement il l'embête un peu, on dirait quoi. Dans son entourage déjà, parce que lui, on a vu les clins d'œil qu'il faisait à Poutine. Dans son entourage, il y a vraiment deux camps. Il y a soit des gens très pro-russes qui sont pour un dialogue permanent et très fort avec la Russie. Je pense notamment à l'ancien patron d'Exxon qui connaît parfaitement la Russie, qui, quand il était à la tête de l'entreprise pétrolière, a fait des deals très importants avec la Russie. Donc eux sont pour la levée des sanctions. Et puis vous avez un camp, parce que chez Trump, il y a beaucoup d'anciens républicains qui ont participé à la guerre froide. Il a récupéré dans son équipe des personnages assez âgés, et en tout cas et d'ailleurs on fait un inventaire de tout ce. Voilà, on a une double page où on raconte un peu ces clivages, et vous avez des gens qui restent très anti-russes par nature, parce qu'ils ont été formés dans les années 50 ou 60 et que pour eux la Russie c'est le diable absolu. Donc pour l'instant c'est très hétérogène. Entre la posture de Trump qui fait des clins d'œil à Poutine et par rapport à Hillary notamment, qui avait une posture très anti-russe. Hillary Clinton, elle avait décidé les sanctions, elle était aux affaires à l'époque, elle a sorti des choses très dures contre Poutine, et donc Trump dans ce jeu-là avait joué la partie adverse. Et donc on est un peu dans l'inconnu. Et puis il y a le président, mais le président il doit faire face à un congrès aussi. En politique étrangère, c'est pas lui tout seul qui décide, et le Congrès est extrêmement divisé aussi. Il y a beaucoup de communautés immigrantes qui sont venues aux États-Unis et qui sont d'origine estonienne, lettonienne, ukrainienne, etc., et qui challengent aussi leurs parlementaires. Donc il n'y a pas un parti russe au sein du Parlement. Ce côté pro-russe, est-ce qu'il va finalement être freiné par le Congrès, par les lobbies, par aussi le département d'État qui regarde aussi ce qui se passe de façon très concrète et qui voit aussi les intérêts économiques des États-Unis, et qui peut dire à Trump, écoutez, et donc c'est pas Trump tout seul qui va changer, mais on voit bien qu'il y a une inflexion majeure par rapport à la politique d'Obama de toute façon. J'invite encore les internautes à poser des questions. J'ai mon téléphone, encore une fois, si je regarde le téléphone, c'est aussi pour lire vos questions, donc n'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo. Il y a Yves qui demande: est-ce que le nouvel ordre mondial peut éviter une troisième guerre mondiale? Alors certes, ça paraît quand même loin, mais c'est toujours un spectre comme ça qu'est-ce que c'est ressort au niveau des questions. Une guerre mondiale, finalement, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui, une guerre mondiale? C'est vrai que... une guerre mondiale, c'est compliqué parce que est-ce que ça peut éviter des conflits? Mais quand on regarde ce qui se passe en Syrie et en Irak, on voit que tous les pays importants sont impliqués. Les États-Unis, la France, la Russie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, et on voit plein de lignes de fracture se jouer sur ce territoire. Alors il y a effectivement
plusieurs ennemis, plusieurs façons des vues très différentes entre ceux qui veulent éliminer Bachar el-Assad, ceux qui veulent au contraire le protéger en disant c'est un moindre mal, ceux qui jouent des groupes rebelles que l'Arabie Saoudite finance, l'arc chiite qui se reconstitue sur le territoire irakien et syrien, et donc le pays sunnite qui lui n'a pas de grand leader, et donc la Turquie et l'Arabie Saoudite qui commencent qui aident des groupes rebelles, et donc on voit bien finalement qu'est-ce que c'est qu'une guerre mondiale. C'est une guerre où tous les pays sont impliqués et non pas les mêmes. Il n'y a pas un grand méchant, une personne méchante et puis tous les pays autour. On voit bien que ça peut vite déraper. On voit des retournements d'alliances absolument spectaculaires, comme la Turquie, traditionnellement très anti-russe, et Erdogan aujourd'hui et Poutine sont les meilleurs amis. Ils se voient tout le temps. Ils ont des intérêts communs. Rapprochement du coup. Enfin, là, on a vu le conflit syrien évidemment, mais quelle analyse on peut faire de ce rapprochement turco-russe ? Je pense qu'il y a une défiance du monde occidental aussi. C'est que l'ancien ordre mondial, c'était les États-Unis un peu qui donnaient le là, époque George Bush, qui créait des grandes coalitions autour de lui, et puis les pays suivaient. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est absolument plus le cas. Et donc, la Turquie, après le coup d'État manqué cet été, la crise migratoire, on voit bien que la Turquie se dit, je peux plus compter vraiment sur l'Occident. Elle est membre de l'OTAN, mais en même temps, les Européens lui ont clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient plus dans l'Union européenne. Donc, et donc c'est des alliances les cartes se rebattent. C'est ça qui est très intéressant. J'ai une autre question de Francis qui demande est-ce que un conflit entre les États-Unis et la Chine est possible ? Alors, je pose une question que j'avais moi aussi un peu préparée. Est-ce que Trump se sert de la Russie pour attaquer la Chine, entre guillemets, c'est-à-dire le conflit peuvent être assez divers. Alors, oui, il y a les conflits commerciaux, il va y en avoir. Ça, c'est assez clair. On a bien vu que, d'ailleurs, c'est plus consensuel aux États-Unis. Il y a les postures de Trump. Mais il y a aussi des conflits commerciaux. On l'a vu déjà dans le passé, même sous Obama, où il y avait des parlementaires américains qui faisaient des lois directement contre les Chinois. Ils ont très peur de cette influence chinoise sur le plan économique pour préserver leurs intérêts. Et donc, une guerre commerciale, c'est sans doute, en tout cas des conflits commerciaux forts, oui, sans doute, entre la Chine et les États-Unis. Après un conflit géopolitique, les États-Unis ont renoncé, d'une certaine façon, à jouer le rôle de gendarme du monde dans plein de zones, dans plein d'endroits. En revanche, pas en mer de Chine. Ils ont redéployé une partie de leurs moyens militaires dans cette région où ils ont plein de bases suite au conflit avec le Japon. Donc ils sont installés dans plein de pays. Et ils ont très peur pour deux raisons, pas simplement la Chine. Donc la Chine, évidemment, qui a une ambition territoriale et régionale très forte, mais aussi la Corée du Nord, puisque c'est un autre acteur dont on parle beaucoup aussi dans ce dossier. La Corée du Nord, on sait que technologiquement, même ce pays est très pauvre, mais technologiquement, ils ont les moyens maintenant d'envoyer des bombes nucléaires jusqu'en Alaska, donc directement sur le territoire américain, jusqu'en Russie, aux marges de l'Europe. La Pologne pourrait être touchée, et évidemment, leur zone Chine, Inde. Et donc, c'est un facteur de déstabilisation très important. Là-dessus, il pourrait y avoir évidemment une alliance avec la Chine et les États-Unis si Kim Jong-un commençait pour l'instant, on voit bien qu'il est dans une menace contrôlée, mais comme c'est un régime sur lequel il y a peu de prise, mais une guerre mondiale nucléaire entre la Chine et les États-Unis, on n'en est pas là. Oui, Jean-Claude nous dit qu'à force de parler de ça, on finit par la créer nous-mêmes. Mais bon, on est encore un loin de ça, Jean-Claude, surtout nous, on aura un peu de mal. Autre question, on a dans le papier de lancement du dossier, il y a un reportage incroyable sur un cyberhacker russe qui se défend d'être affilié directement à Vladimir Poutine, mais qui explique qu'en 5 minutes, il peut trouver par exemple le mot de passe il le montre apparemment dans le reportage. Ah, c'est pas qu'il explique. Il est sur la page LinkedIn de Marine Le Pen. Et il trouve son mot de passe en 5 minutes. Ouais. Alors, c'est une des forces. C'est quoi l'influence du cyberhacking aujourd'hui sur la géopolitique en fait ? C'est toute cette problématique-là qui se pose. Ce qui a surpris Marc Nexon, qui est notre reporter, qui a été le rencontrer, c'est que donc il s'est retrouvé avec ce garçon tout jeune qui lui a montré comment pénétrer le site des Républicains, comment aller trouver le mot de passe de Marine Le Pen en 2 minutes sur
son compte LinkedIn. Et puis il avait collecté des tas d'informations personnelles sur notre reporter pour lui montrer un peu que voilà, en 3 clics il arrivait à trouver tout ce qu'il voulait. Donc il y a ce portrait et qui montre il y a toute une génération de jeunes Russes qui sont formés de façon magistrale aux nouvelles technologies et donc c'est un. Et lui se défend de travailler pour Vladimir Poutine. Alors, par contre, celui qu'on a rencontré, il s'est fait appeler, il dira oui, j'ai envie presque. Voilà, c'est un des plus talentueux des hackers russes et pour l'instant il fait ça par jeu. Mais il a un ami, par exemple son meilleur ami, c'est ce qu'on raconte dans le journal, s'est fait arrêter par la CIA à Prague et lui travaillait directement pour le gouvernement russe. Alors on n'a pas la preuve que le garçon qu'on a rencontré travaille pour le gouvernement russe. En tout cas, ses talents pour pouvoir pénétrer des comptes montrent bien, et c'est ce qui s'est passé aussi pendant l'élection, qu'il y a des moyens possibles et notamment il est clair que ce sont des Russes qui ont pénétré les comptes email d'Hillary Clinton avant de les mettre sur Wikileaks et qui ont pu voir toutes les conversations internes du staff de campagne de Hillary Clinton. Donc c'est un élément de la guerre, c'est un élément de la guerre d'influence parce que tous les chefs d'État ont des secrets qu'ils partagent avec leurs collaborateurs et si effectivement la Russie les voit en direct, mais et là je fais pas de jugement, mais on a eu il y a pas longtemps l'inverse, les Américains qui espionnaient les téléphones portables de nos gouvernants. Donc je dirais c'est un nouvel outil de la guerre où tout est permis. Donc la CIA écoute nos chefs d'État, même les chefs d'État dont ils sont alliés et ont le secret de leurs conversations sur tel ou tel sujet. Et les Russes, bon là ils font en l'occurrence de la déstabilisation, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, ça fait partie d'une nouvelle arme, les nouvelles technologies, l'utilisation des nouvelles technologies et notamment ceux qui peuvent les dominer. Et on imagine bien que les Chinois font la même chose, et en tout cas ils en ont les moyens, et sans doute les Français aussi, ils écoutent des tas de choses puisque... Yves nous demande comment on explique le déploiement massif militaire en Europe. Est-ce dire que l'OTAN n'est pas assez forte pour assurer la sécurité de l'Europe ? Le déploiement massif en Europe, les budgets militaires sont plutôt en baisse en Europe. Et il y a quelques pays comme la Grande-Bretagne et la France et la Pologne, on peut les mettre dedans aussi, qui consacrent un poids aux dépenses militaires très important et beaucoup plus important que l'ensemble de l'Union européenne. En fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne, enfin les Européens se sont reposés sur les États-Unis et sur le bouclier que leur offraient les États-Unis. Et finalement, ils ont laissé de côté la défense européenne, bien sûr, mais aussi leur propre budget militaire, puisqu'on tentait de consacrer une petite part de leur budget à l'achat de matériel souvent américain. Et c'était un peu le deal. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis sont plus tout à fait en première ligne pour défendre l'Europe. Et on voit bien aussi que dans le discours de campagne de Donald Trump, il a dit maintenant si les Européens veulent que nous assurions leur défense, il faudra qu'ils payent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, effectivement, tout le monde s'attend à une hausse des dépenses militaires. Donc la France, elle a toujours, à cause de Gaulle et voilà, enfin et puis de son souci d'indépendance militaire et son statut pas anti-atlantiste, mais en tout cas de recul vis-à-vis des États-Unis. Elle a continué à faire cet effort-là. Les Britanniques aussi, sans doute parce qu'ils avaient leurs anciens empires à gérer. Mais il y a beaucoup de pays qui vont devoir effectivement dépenser plus de matériel. Je pense à l'Allemagne, par exemple, qui consacre une toute petite part de ses dépenses militaires, de ses dépenses publiques à l'armée. Et effectivement, on voit bien aujourd'hui que les Allemands ne sont pas prêts, ils n'ont pas d'armée qui intervient à l'étranger. Enfin, ils ont fait quelques petites missions, mais dérisoires par rapport à l'engagement de pays comme la France, qui a énormément de troupes et de matériel à l'extérieur, sur des terrains d'observation extérieure. Il y a Joss qui demande, j'ai lu que c'était une grande manœuvre de l'OTAN, mais précise-nous juste ta question, parce que malheureusement, je n'arrive pas à saisir vraiment ce que tu veux dire. Quelle place peut avoir la France ? Alors là, c'est vrai qu'on on a fait le comparatif de la puissance militaire de tous ces pays-là. On voit que la France, quand même, est un budget largement inférieur. Enfin, c'est presque logique. Quelle place peut avoir la France et finalement l'Union européenne dans ce nouvel ordre mondial ? C'est le seul auquel on va vraiment parler, mais l'Union européenne en tant que telle, pas un peu écartée de l'OTAN, mais l'Union européenne. L'Union européenne, on voit bien que commercialement, ça reste l'union la plus riche de ces zones, et donc un client courtisé par des tas de pays, l'Union européenne, mais on voit bien que politiquement, elle se détricote à vitesse grand V, qu'il y a plein d'interrogations sur son rôle, même dans notre débat politique national.
Qu'est-ce que doit faire l'Union européenne? Est-ce qu'il y a des missions qu'elle ne doit pas laisser de côté? Est-ce que cette Union européenne doit avoir un poids économique sans le contrôle direct des politiques? Donc on voit bien qu'elle a eu une cinquantaine d'années depuis le traité de Rome, une cinquantaine d'années de croissance permanente sur ses missions, et qu'aujourd'hui elle est challengée soit par des populistes, soit même au sein de partis traditionnels qui commencent à dire, et on l'a bien vu pour la Grande-Bretagne, de partis, puisque c'est les gens comme Boris Johnson, enfin qui étaient pour le Brexit, appartenaient aux partis traditionnels. Il n'y avait pas simplement le parti de Farage, UKIP, qui était très anti-européen. Donc on voit bien qu'aujourd'hui elle est arrivée à un moment où il va falloir qu'elle reprenne des initiatives, qu'elle se repense, que peut-être qu'elle abandonne certaines missions, en tout cas qu'elle se réforme en profondeur, parce qu'on voit bien qu'on est arrivé au bout du système, et en même temps les économies sont tellement intégrées qu'on ne voit pas un détricotage. Donc c'est d'où le problème du Brexit. La Grande-Bretagne veut sortir, mais en même temps très bien, décision politique, mais derrière, il y a des tas de gens des 27 autres pays qui travaillent directement en Grande-Bretagne, que les intérêts économiques sont complètement croisés, et donc c'est très compliqué. Et donc cette Union européenne, est-ce qu'elle a vocation finalement à abandonner tous les enjeux politiques qu'elle traite, parce qu'elle en traite beaucoup, et ne rester qu'une union économique, et chaque pays reste maître de sa politique? Ça, c'est les débats politiques qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les pays. En Allemagne, ça commence à monter beaucoup. Il n'y a pas qu'en France où on a ce type de questions. Et finalement, moi, il y a une question peut-être un peu bête que je me pose, mais est-ce que on voit bien que l'équilibre change très rapidement entre Obama et Trump, c'est un bouleversement total. Mais est-ce que par exemple Poutine a des successeurs? Oui, comment est-ce que Poutine pourrait être renversé? On n'imagine vraiment pas cette possibilité. Bon, Poutine, c'est le personnage effectivement phare et central, et on a bien vu qu'il n'a pas le droit d'être président plus de 2 mandats consécutifs. Donc c'est pour ça qu'il a fait des transitions où il est devenu Premier ministre et il a laissé quelqu'un d'autre qui s'appelle Medvedev devenir président. Voilà, ils ont joué ensemble. Mais Poutine, aujourd'hui c'est l'homme fort du pays. Il a écrasé tous les gens qui pouvaient susceptiblement lui faire de l'ombre. Mais évidemment, il n'est pas éternel. Et derrière, on voit bien, là, c'est un des papiers aussi qu'on a dans ce numéro. Il a mis une jeune garde avec des gens tout nouveaux, parce que jusque-là, il était entouré de proches qui avaient participé à sa progression politique. Et là, il a fait monter une nouvelle génération de gens qui ont 30, 35 ans, 40 ans, et qui, sans doute, un jour, vont lui succéder. Alors, j'ai pas la date de son départ, mais on sent bien qu'il prépare aussi toute sa succession. Il s'est expliqué aussi là pendant les 14 dernières années comment il a fait pour un peu même moderniser les gens autour de lui. Les gens de vieux serviteurs entre guillemets depuis très longtemps avec lui, qui finalement ils les ont un peu mis au fur et à mesure. Il a géré sa garde en fait. Oui, c'est ça. Et il a renouvelé là tout son staff. Et donc dedans il y aura forcément des. Et peut-être une dernière question de Hugo. Le retrait des États-Unis, donc avec l'élection de Donald Trump, je présume, parce que c'est quand même une politique plus isolationniste et protectionniste. Est-ce que c'est une chance pour l'Europe de s'affirmer en tant que puissance? Alors c'est la question, parce que c'est ce que disent tous les négociateurs en ce moment de l'Europe, c'est-à-dire que par exemple sur la Chine, si Donald Trump fait une rupture commerciale, ou en tout cas est dans une bagarre commerciale avec les Chinois, il y a 2 solutions pour les Européens. Soit ils suivent passivement les États-Unis et se mettent dans leurs souliers, mais en même temps, sur les intérêts économiques, l'Europe sait quand même assez bien défendre ses intérêts. Il se trouve qu'il y a des accords commerciaux entre la Chine et l'Europe qui ne sont pas forcément en faveur de l'Europe, et que ça pourrait être une occasion, parce que la Chine reste quand même dépendante de ses clients extérieurs pour son économie. Ça pourrait être une occasion pour les Européens de dire « Ok, vous êtes en querelle avec les États-Unis. Nous, on en profite pour renégocier un certain nombre d'accords à notre avantage. » Et les Chinois n'ont pas intérêt, ils ne peuvent pas se passer et des États-Unis et de l'Europe, parce que c'est l'essentiel de leur chiffre d'affaires qui là disparaît, et là ils rentreraient dans une crise économique qui leur serait évidemment très préjudiciable. Et donc il y a notamment les négociateurs pour le commerce international à Bruxelles se disent qu'ils ont une séquence intéressante
pour renégocier à leur avantage des traités commerciaux avec la Chine. Justement, Jack demande, est-ce que l'Union européenne a pour vocation de servir un intérêt américain? Finalement, plus beaucoup. De ce fait-là, si les États-Unis s'isolent, ça va être beaucoup moins... Oui, enfin, en même temps, elle peut être un peu cynique, c'est-à-dire que les flux commerciaux entre l'Europe et les États-Unis restent essentiels pour nos économies respectives, et donc, ne serait-ce qu'en matière de services et de produits. Et donc, l'Europe n'a pas intérêt à se couper des États-Unis. Oui. Il faut qu'elle joue différents tableaux, c'est-à-dire continuer à avoir une relation économique profitable avec les États-Unis, et en même temps qu'elle ne se mette pas simplement comme une filiale américaine. Elle a vraiment un mot à dire là avec les Chinois. Et dernière question pour conclure, Delou qui demande pour quelles raisons les Américains se sont désengagés de tous les conflits à travers le monde, ayant passé le bâton entre guillemets à Poutine. Ouais, ça c'est c'est aussi des raisons de politique intérieure, c'est-à-dire qu'on avait George Bush qui était allé sur tous les terrains d'opération, qui avait une vision messianique du rôle de l'Amérique, qui devait être le gendarme du monde. Souvenez-vous toute la séquence de guerre en Irak. Et Barack Obama, lui, s'est fait élire en disant on va se retirer d'Afghanistan, on va retirer nos troupes d'Irak. Et donc, c'est la promesse qu'il avait fait aux Américains. Les Américains ne voulaient plus jouer ce rôle de gendarme du monde. Et donc, c'est vrai que Barack Obama, on l'a vu se retirer, mais même de sujets... donc, il s'est retiré d'Afghanistan, il s'est retiré d'Irak. Il y revient aujourd'hui contraint et forcé par la progression de Daesh. Mais c'est vrai que sur le conflit Israël-Palestine, la présidence Obama, franchement, il n'y a pas eu d'avancée. Et donc, on voit bien que il s'est retiré aussi d'autres terrains où là, il n'y avait pas forcément de troupes au sol, donc il ne correspondait pas à ses promesses. Et paradoxalement, Obama, lui, était plus sur des questions intérieures, domestiques. Il connaissait mal, enfin, il les a appris en 8 ans, mais les questions internationales. Et que ce soit Hillary Clinton ou John Kerry, le poussaient sans cesse à intervenir à l'étranger dans des grandes conférences, et donc il a laissé une marge de manœuvre beaucoup plus importante à ses secrétaires d'État, c'est l'équivalent de nos ministres des Affaires étrangères qui avaient un poids politique très important. Très bien. Bah écoute, on va s'arrêter là, ça fait quelques temps déjà qu'on a commencé cette émission. Je vous rappelle donc la Coupe du Point de la semaine, le nouvel ordre mondial, on en a parlé beaucoup avec Romain à l'instant. N'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. Moi, son bureau est juste à côté, donc je peux aller lui demander. Et puis, on peut très bien encore échanger si vous voulez. À commenter donc et à partager cette vidéo si ça vous a plu et à nous donner aussi d'autres idées, éventuellement de Facebook Live. Si vous avez des questions sur telle ou telle chose, n'hésitez pas. On est là aussi pour recevoir toutes vos idées. Voilà, merci Romain. Donc. Merci à vous. À bientôt et rendez-vous mardi pour une visite avec Frédéric Lévineau comme tous les mardis. Je fais la petite promo parce qu'on part tous les mardis après-midi dans Paris pour visiter un lieu historique ou culturel. Ça s'appelle Culture On Live, vous pouvez voir ça dans les vidéos du Point, sur la page. N'hésitez pas à regarder déjà ce qu'on a fait et puis rendez-vous mardi aux environs de 15h. Voilà, merci beaucoup et merci. Bye bye.